Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Cette semaine, on poursuit dans notre série sur les bulles. Et après avoir traité d'un point de vue technique la semaine dernière, on va l'aborder aujourd'hui d'un point de vue un peu plus psychologique. Et comme on l'avait dit, on va séparer le point de vue aujourd'hui sous deux grands axes de discussion. Le premier étant la psychologie du trader, c'est-à-dire les choses qu'il va falloir gérer dans votre propre tête quand vous avez affaire à des bulles, pour éviter évidemment toute pollution extérieure qui viendrait altérer vos lectures techniques, etc. Et on l'abordera sous un deuxième angle. Alors on va commencer en fait par ce deuxième angle, où on va parler de la psychologie du trading, dans ce cas la psychologie du marché, c'est-à-dire quelle est la psychologie de la plupart des investisseurs dans ce marché. Il ne s'agit pas d'anticiper la psychologie de tous les investisseurs, c'est quasiment impossible, mais juste de dire la psychologie dominante de la plupart des acteurs, de ceux qui vont faire bouger les prix. Alors, donc, ça, c'est effectivement relativement compliqué, c'est la partie subjective de notre série, puisque donc autant sur la partie technique, il s'agit vraiment de choses très palpables et très claires et très classiques, ce sont des règles associées à des éléments techniques factuels. Là, on rentre un peu plus dans la subjectivité. C'est la raison, encore une fois, pour laquelle trader les bulles, c'est extrêmement compliqué, parce que autant la partie psychologie est une partie essentielle du trading, c'est celle qui permet de progresser d'un trading relativement profitable à un trading vraiment profitable, parce qu'il y a beaucoup de psychologie et beaucoup de subjectivité, et ça c'est souvent l'expérience qui travaille et qui forge votre psychologie, mais ça on en a déjà parlé. Dans une bulle, c'est une toute autre histoire, parce que les bulles sont des phénomènes relativement rares. Je vous ai donné des statistiques vite fait un petit peu dans le PDF. Alors c'est vraiment au doigt mouillé, je n'ai pas de statistiques réelles par rapport à ça, et je peux être d'ailleurs probablement très loin de la réalité, mais ce que je vous donne en perception, c'est de dire qu'il y a à peu près 5% des marchés qui arrivent à finir en excès, c'est-à-dire les tendances ne se finissent pas comme prévu, elles finissent excessives, et il n'y a pas plus de 5% de marchés qui finissent en bulle, c'est-à-dire qui à partir d'un excès arrivent à aller encore plus loin dans un marché en bulle. Donc ça fait relativement peu de marché, en sachant que les bulles ne peuvent se construire à très très court terme, c'est-à-dire vous ne pouvez pas trouver en réalité de bulles sur des structures, enfin vous ne pouvez pas appliquer la stratégie de bulle par exemple en 15 minutes, on va dire le mini stricto minimum ce sera de l'horaire. Voilà. C'est le cas d'ailleurs en ce moment sur les bulles qu'on peut éventuellement imaginer et qui ne sont pas encore déclarées sur les actifs comme Ethereum et tout ça en ce moment. Donc, il y a les structures, on est sur des time frames qui sont un peu borderline, c'est-à-dire c'est quand même des time frames d'un peu court terme pour des bulles. Normalement, les bulles apparaissent, voilà, on va dire minimum horaire. Ça, c'est pas lié uniquement à la structure technique, c'est justement lié à la psychologie. Pourquoi il n'y aura pas de bulle à court terme? Parce que la bulle est une construction irrationnelle de valeur. Je vais vous expliquer. Le problème, c'est que quand on est à court terme, on va dire en 15 minutes, si on devait former une bulle sur une bougie, sur une base de bougie de 15 minutes ou de 1 minute, la durée de vie en fait de la structure bullesque serait trop courte. Je m'explique. C'est de dire, donc on part toujours, comme on a dit, d'une construction où on a dit d'abord il faut construire une forme de range, c'est-à-dire une forme de recherche de valeur relativement plate, de préférence la plus longue possible sur une zone technique, d'accord, appréciation de la valeur, à laquelle normalement doit suivre une sortie haussière relativement brutale, un pullback avec de préférence un overlap sur cette zone-là, et puis normalement, après la construction donc, d'un canal ici, le marché doit normalement essayer d'en sortir brutalement sous forme d'excès, travailler la sortie ici comme une forme de contraction avec un peu de volatilité sans réintégrer le canal, et puis partir dans la structure parabolique de bulle, où on retrouve donc bien cette structure accélérante qu'on connaît bien et que tout le monde sait voir quand évidemment elle est en place. Nous, le principe, c'est pas de trader ce qui s'est déjà produit, c'est d'essayer de savoir ce qui a le plus de chances de se produire. C'est ça la spéculation. Alors évidemment, ça ne se fait pas sans risque, on est bien d'accord, mais c'est ça le but. Donc, partant de cette structure de bulle, si on applique maintenant nos notions psychologiques, pourquoi du coup les bulles en tout cas la stratégie technique, qui est encore une fois purement des statistiques, hein, d'accord? Comme on dit souvent, toutes les bulles n'ont pas forcément cette structure parfaite, mais elles tendent à répondre statistiquement le plus possible à ces structures-là. Euh, D'un point de vue psychologique, si on fait ça en horaire, globalement, on va dire la durée de vie de la bulle sera grosso merdo, allez, plusieurs semaines.
Mais ça va encore, c'est un peu limite, mais ça va encore. Si on devait tomber sur des time frames de plus court terme, par exemple 1 minute, 5 minutes, évidemment vous divisez ce temps et là on atteint des durées de vie d'une bulle qui va se limiter à par exemple 1 semaine ou quelque chose comme ça. Ces durées de vie ne sont pas suffisantes pour mettre en place les schémas psychologiques d'irrationalité du pricing. Parce que le principe d'une bulle, évidemment, concentre toute son énergie sur la dernière phase. D'accord ? C'est-à-dire, si on dit, alors attendez, j'aurais dû changer de couleur, je vais le faire comme ça. Si on dit donc qu'on focalise notre attention sur la dernière partie de la vie de la bulle, d'accord ? La partie où, effectivement, c'est parabolique, tout le monde fait son blabla autour du truc, c'est là où l'attraction, à la fois médiatique ou sociale, va être la plus forte. C'est-à-dire que toute la phase de préparation, c'est boring, ça n'intéresse personne. C'est clairement pas dans cette phase-là que vous allez entendre parler de quoi que ce soit, enfin de l'actif en question. Okay, là, normalement, c'est la phase boring, c'est la phase où justement les investisseurs smart, alors, je ne vais pas dire smart money nécessairement, mais en tout cas, c'est là où les spéculateurs vont se positionner en spéculatif. Là, ils vont laisser le mouvement se construire, et là, ils vont laisser les autres venir faire monter les prix et parler. Ce qui est important, c'est que cette phase-là, elle doit quand même durer un certain temps, au moins 1 semaine et demie. Donc si toute la structure ici dure 1 semaine, tout simplement, cette phase-là n'a pas la capacité de répandre l'information de manière irrationnelle, parce que c'est vraiment ça qui drive ces bulles. C'est, au bout d'un moment, le prix devient irrationnel et l'information va se répandre de manière irrationnelle. Les gens vont prendre des décisions irrationnelles par ce fameux FOMO que vous entendez surtout parler par rapport aux cryptos. C'est le moment où ça monte de manière irrationnelle, ça intéresse donc les gens qui ne connaissent rien du tout à la spéculation. Ils pensent que c'est le moment d'y aller pour faire des gains faciles, etc. Et comme évidemment les gens qui ont accumulé dans la structure de base, les gens qui ont pris des smart decisions, comme je dis souvent, en opposition en fait à la décision dumb decision, qui revient à dire on n'est pas dans la gestion du risque. Donc ici, vous avez les traders gestion du risque qui ont accumulé la valeur. Bon, généralement, on arrive d'ici en baissant. Arrivé sur ces zones-là, la volatilité se réduit, on travaille le prix parce qu'il y a évidemment, normalement, des investisseurs qui se positionnent, qui freinent les prix, et évidemment se reconstruit derrière un mouvement acheteur. Cette phase-là qu'on pourrait considérer comme phase un peu intermédiaire, c'est une phase dans laquelle on va avoir des gestions du risque un peu excessives, qui permettent d'ouvrir la porte et la voie à notre phase bullesque, mais entre guillemets, c'est bien les 3 étapes psychologiques d'une bulle. Ici, la smart money accumule, ici, la smart money commence à voir que la structure se met en place, donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne prend pas de bénéfices. C'est exactement pour moi ce qui se passe pour l'instant. Je vois bien qu'il y a ma structure, je vois bien qu'il y a ma structure d'overlap, j'ai bien vu qu'on était un peu excessif sur la façon dont on franchissait le canal sur l'Ethereum et compagnie. Qu'est-ce qui se passe ? Je décide de ne pas prendre de bénéfices. Je prends des risques. Alors le risque, évidemment, ici, on va changer de couleur, se limite très simplement à ce choix-là, de dire aujourd'hui on est en train de faire ça sur Ethereum. Soit derrière la sortie, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Là, je vais déclencher mes prises de bénéfices. En gain, hein, d'accord ? Pour moi, ça restera un gain. Il n'y a pas de perte possible aujourd'hui sur Ethereum. Et pas qu'Ethereum, j'ai aussi donc Cardano et tous ces trucs-là. Si la sortie, c'est « Ok, bon, tant pis, il n'y a pas de bulle », tout le monde va sortir, et la smart money qui a fait probablement la même chose que moi va en vendre une bonne partie. On va récupérer des gains, et probablement on verra si on arrive à tenir le bottom. C'est-à-dire, si c'est pour faire ça, on va se repositionner ici derrière, et puis on repartira. C'est un peu le principe. Si par contre ici on fait ça, que ne se passe rien et qu'on repart là, évidemment tout le monde se fait la malle et on ira chercher de nouveaux plus bas, beaucoup plus bas. Donc de toute façon, le point de vue est très simple, on est sur un cluster décisionnel. Le prochain cluster décisionnel, ici, c'est soit on part dans une bulle, en tout cas dans une structure qui sera très probablement parabolique et bullesque, soit on revient et on annule le canal. Et on retourne dans un pricing un peu plus équilibré, probablement généralement retourner vers cette zone d'overlap. Et si cette zone-là fait un nouveau support, on repart, mais non pas dans une structure de bulle, mais dans une structure de tendance haussière classique, où ça n'aura été qu'une vague un peu excessive, dans laquelle on fait un long pullback, on digère un bon moment, et puis on repart sur une vague de tendance relativement classique. C'est aussi une structure qui est tout aussi probable. Ne pensez pas que tout doit être forcément bullesque. Tout n'est que probabilité, et il faut vraiment que vous appreniez à voir le marché comme ça. Donc, on reprend dans notre partie psychologique. Ici, évidemment, donc comme on l'a dit, si ça doit baisser, ça va baisser un peu fort parce que les gens qui n'ont pas encore pris leur profit sur la phase excessive vont devoir le faire dans un marché qui va baisser. Mais quand même avec des gains, voilà.
Le problème, évidemment, c'est ceux qui ont acheté ici parce qu'ils pensaient qu'il y avait déjà une bulle ou je ne sais pas quoi, ah ben eux, évidemment, ils vont pisser le sang. Hein. Donc c'est toujours le principe, on n'achète pas les résistances, mais c'est libre choix au trader de oui ou non prendre ses profits dans ces zones-là. Voilà. Moi, je pense que je préfère jouer la bulle. J'ai une exposition qui n'est pas irrationnelle, donc je prends le risque d'avoir éventuellement tort. Après, je lui dis, quand on peut avoir tort et prendre des gains, c'est quand même relativement confortable. Donc dans la psychologie, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui crée surtout la bulle? Ce n'est pas nécessairement en fait la formation irrationnelle des prix et le fait que les gens vont avoir envie d'acheter un truc qui coûte relativement assez cher déjà à ce moment-là, c'est-à-dire d'acheter des résistances et des franchissements de résistance, de réaliser des trades en breakout haussier. Ça en fait c'est tout simplement une alimentation d'un flottant manquant. Alors là on va parler de notions un peu techniques mais qui sont vraiment liées à la psychologie. Dans la structure psychologique, ceux qui ont le volume, c'est eux. C'est la smart money qui a accumulé en bas. Donc, à partir du moment où dans un actif, vous avez une quantité définie qui circule, d'accord, ce qu'on appelle le flottant, c'est-à-dire la partie de la valorisation de cet actif qui est échangée. C'est-à-dire, il y a des gens ici qui ont accumulé de la valeur et qui ne la lâchent pas pour l'instant. Donc, il faut bien comprendre que ça fait une chose, ça fait diminuer ce qu'on appelle le flottant. Donc, quand on réduit la part de flottant dans un actif, qu'est-ce qui se passe? Réfléchissez une seconde. Autrement dit, prenons l'exemple d'une action. Il y a 100 actions qui circulent de cette entreprise. Et la smart money, ou peu importe, on va dire, les gens qui ont accumulé la valeur sur ce bottom potentiel en ont acheté 90 et ils ne les vendent pas. Il reste donc 10 actions qui circulent. Autrement dit, si une personne veut en acheter, elle va acheter 1% de l'entreprise, une action, mais elle va acheter 10% du flottant. Derrière, il restera donc plus que 9 actions à échanger et ainsi de suite. Et c'est là où vous commencez à comprendre le principe. C'est-à-dire que si un premier investisseur vient acheter une action sur les 10 qui restent, il n'en reste plus que 9. Si le deuxième arrive, il n'en reste plus que 8. D'accord ? Et petit à petit, on réduit comme ça la part du flottant. Et si on calcule ça en part relative, plus on réduit le flottant, d'accord ? Et c'est vraiment une courbe parabolique. Donc, je vous explique le truc. Alors, attendez, ça, il faut bien que vous soyez capable de le concevoir. Donc, ok, si on prend nos deux axes ici, qui sont la part restante du flottant. Ici, on est à 100%, d'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a plus du tout, à 0% de flottant, il n'y a plus du tout de flottant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la volatilité sera proportionnelle et parabolique. Plus on va réduire le flottant en tendant vers 0% de flottant, plus la volatilité implicite de l'actif va être énorme, puisque une simple demande derrière d'achat va devoir immobiliser une partie plus importante de flottant, donc créer encore plus de volatilité. Ok ? Autrement dit, quand il reste 10 actions qui circulent et qu'on passe de 10 à 9, on enlève 10%. Okay, mais quand on passe de 9 à 8, on n'enlève plus 10%, on enlève 12. Quand on passe de 8 à 7, on enlève 17. Quand on passe de 7 à 6, on enlève beaucoup plus, et ainsi de suite, et petit à petit. J'espère que vous comprenez le principe. La part relative de flottant qui est réduite par chaque nouvelle action achetée réduit encore plus proportionnellement le flottant, et donc augmente de manière logique la volatilité qui est associée au mouvement de l'actif derrière. Ok ? Donc, c'est bien de comprendre que ce qui forme les bulles, ce n'est pas nécessairement cette phase de... Parce qu'on réduit souvent ça. Les bulles, c'est quand les gens commencent à parler d'un truc et compagnie. Non, ça, c'est un des phénomènes de la bulle qui est aussi essentiel, évidemment, que l'accumulation précédente. C'est pour ça que dans la bulle, la structure est importante. Il n'y a pas de bulle s'il n'y a pas eu d'accumulation, en fait. Il faut vraiment voir ces phases où la volatilité est comprimée, où on traite le prix, où s'échange la smart money, qui accumule la valeur, et derrière, évidemment, cette phase où les gens demandent cette valeur qui a été accumulée précédemment. C'est l'assèchement de la valeur combiné à une demande irrationnelle qui forme la bulle. Voilà, ça c'était donc pour la partie psychologie de la bulle, qui est vraiment important que vous compreniez. Pour avoir cette phase, il est absolument essentiel que cette phase se soit mise en place et que cette phase intermédiaire et que la psychologie qui est associée soit également mise en place. La psychologie ici, je le répète, c'est accumulation et identification d'une structure à forte probabilité de ne pas
à forte probabilité de créer une bulle. Ou dans ce cas-là, tout simplement, les gens qui possèdent la valeur se disent « Oh tiens, dis donc, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup à en avoir acheté ici, qu'on n'est pas beaucoup à en vendre ici, bah putain, on va se gaver, parce que si jamais il y a un mec qui en demande derrière, il n'y en a pas beaucoup qui circulent, ça va partir très vite en sucette, et du coup, on va pouvoir faire de beaux gains. » Il s'agit encore une fois toujours de la même chose. Il y a des gens qui vont prendre des décisions irrationnelles, ou en tout cas risquées, d'un point de vue gestion du risque, et il y a des gens ici qui pratiquent une gestion du risque intelligente, des structures, etc. Ok ? Ces gens-là ne savent pas plus que moi et que vous ce qui va se passer. Simplement, ils gèrent les risques. Ils ont accumulé cette valeur. Ils voient aujourd'hui qu'il y a une forme de demande un peu irrationnelle, cet excès ici. On l'a tous vu qu'il y avait un excès. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, on va prendre des risques. Le risque, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'on risque? Si on se plante, on risque de perdre un peu de gain. C'est-à-dire que si j'avais pris mes bénéfices là et que je dois les prendre là, bah évidemment, je vais prendre un peu moins de bénéfices. Mais bon, est-ce que c'est très grave? Et quelle est la part relative de ces bénéfices que je suis prêt à sacrifier pour, par contre, voir une multiplication du prix par 2 ou 3 derrière? Voilà, c'est ce questionnement qui se passe actuellement dans le marché. Si vous pensez que la résolution ici dépend de la volonté acheteuse et tout ça, non, ça dépend simplement, est-ce que ces gens-là vont oui ou non attendre que le prix monte? Tant que personne ne vend, on va rester dans cette structure-là. Ok? Donc, la psychologie de la bulle dépend majoritairement des acteurs smart money et non pas des acteurs qui vont acheter la phase de bulle. Eux, ils ne feront qu'alimenter une structure de demande qui a, par la base et par sa façon de se construire, déjà été mise en place. Autrement dit, on ne peut pas prévoir une bulle, mais on peut trouver des conditions qui sont majoritairement favorables à la formation de ces structures de prix un peu irrationnelles. On ne peut pas savoir avec certitude, il faut vraiment que vous compreniez ça, mais il y a des structures qui traduisent une psychologie un peu agressive dans la recherche de la valeur et de la liquidité, et tout simplement des stratégies spéculatives. Voilà. On passe à la deuxième partie de la vidéo, la psychologie du trader. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous avez affaire à ces structures? Alors, on va y arriver. Oui, ça pousse, j'ai bien compris. On va rester avec nos petites flèches, c'est quand même le mieux. Alors, je vais juste remettre une petite flèche. Donc, comme on l'a dit, on va reprendre notre structure de base. Ok, donc notre phase d'accumulation. Peu importe, hein, ici, ce qui est important, c'est que on passe du temps et qu'on forme visiblement un range. La sortie, le pullback, l'overlap, la construction du canal. Alors, bon, là, j'ai fait un canal un peu costaud. La phase de travail et puis la phase parabolique. Ok, donc ça, c'est vraiment la structure de la bulle, en tout cas de sa construction théorique. Attendez, je vais le refaire parce que là, on va avoir besoin d'un peu plus de largeur. Donc, je vais faire un range ici un peu plus long. Voilà, ok. La sortie haussière, une consolidation, la constitution du canal. Voilà, la sortie un peu irrationnelle du canal. Ici, généralement, ce qui est important ici, c'est que là... Bon, putain, je vais y arriver. On va le refaire une dernière fois. Ok, donc compression de la volatilité, peu importe. Tac, ça casse. Alors, je vais y arriver, on va y aller plus faible. Voilà. Donc, ici, construction de prix, cassure haussière, constitution normalement relativement longue de la structure d'overlap. On constitue le canal. Ok, on sort de façon brutale du canal. Voilà. Ça, c'est vraiment important en fait. C'est la brutalité de la sortie du mouvement qui traduit cette phase excessive où on est déjà presque vertical à ce stade-là. Vient une petite phase de normalisation, normalement, donc un range. La structure ici est souvent improbable, enfin est très peu prévisible. Et évidemment, donc on a dit, après cet épuisement de volatilité, revient un mouvement acheteur qui vient relancer la parabole. Ici, on retrouve de temps en temps donc les micro-pullbacks dont on a parlé, mais qui se constituent toujours avec un mouvement toujours plus vertical derrière, la demande étant toujours plus irrationnelle. Allez, donc cette fois, qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? D'accord. Qu'est-ce qui va se passer dans la vôtre? Et donc, comme on l'a dit, des psychologies dominantes de ce marché, donc d'un point de vue smart money et d'un point de vue pas dumb money, mais des gens qui suivent les mouvements et qui vont donc essayer derrière de trader la phase de la bulle et qui vont donc alimenter la phase spéculative et l'assèchement graduel de la liquidité rémanente, c'est-à-dire du flottant. Et qui va donc, l'anéantissement de ce flottant, chaque nouvelle demande réduit proportionnellement le flottant, créant donc cette demande parabolique. J'espère que ça vous avez bien compris, hein, c'est pour résumer en gros la première partie. S'ensuit donc, comme on l'a dit,
d'un point de vue psychologique, nos différentes structures. Donc, si on cherche nos différentes structures, on a donc ici la phase d'accumulation, okay, comme on avait dit tout à l'heure. On a donc toujours la phase de construction du sentiment et la phase sortie. Et la phase, donc, entre guillemets, la récompense d'un point de vue. Là, on se place d'un point de vue trading, c'est-à-dire comment vous devez aborder le truc. Hein, pas, on ne fait plus de la psychologie des investisseurs. Là. Voilà. Donc, nos 3 phases et comment vous devez aborder chacune des phases. Alors, qu'on soit bien d'accord, quand on est là, est-ce que vous savez quoi que ce soit de ce qui va se passer? Non, on s'en fout. Là, c'est juste que normalement, vous avez identifié un support de moyen terme, d'accord? Donc, on a bien d'accord que les bulles ne peuvent se construire, comme on l'a dit, au minimum en horaire. Hein, voilà. Donc, on est au moins sur un support hebdomadaire sur lequel on va se positionner en horaire, puisque donc, enfin en horaire ou au minimum en horaire, mais en général, on va se positionner sur des time frames supérieurs. Donc on va dire au moins ici du support daily, voire du support hebdomadaire. Et la première des choses que vous devez voir, c'est une compression de la volatilité. Ici, ce qui est important, c'est que c'est très rare, en tout cas, j'ai très peu de cas de figure qui sont représentés où on arrive comme ça. Tac, tac. Et après, hop, on forme un range et une bulle. Alors, il doit y avoir des cas, puisqu'il y a toujours des contre-exemples, mais ici, on fait quand même attention. On a plutôt probablement, donc je vous le dis, affaire à généralement des structures d'accumulation. Qu'est-ce qui se passe ici dans les structures d'accumulation? C'est ce que je vous appelle souvent les buy and hold, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir des gens qui vont avoir un comportement d'investissement à plus long terme que les échéances qu'on regarde. Autrement dit, ici, vous êtes à la fois sur des supports horaires et des supports généralement hebdomadaires. Et toute une partie de la capitalisation va être immobilisée par des gens qui ne vont pas le lâcher avant un moment. C'est cette chose-là que vous devez retrouver dans votre propre psychologie. Quand vous vous positionnez ici, vous devez avoir le sentiment que quelque chose de plus gros se passe. D'accord ? Qu'on doit bien être en train de trader des supports hebdomadaires et surtout donc que d'un point de vue hebdomadaire, une phase de consolidation relativement longue précède. Donc pas juste on a baissé fort, on est venu chercher un petit support et tout ça. Ça, c'est vraiment le genre d'élément que vous devez retrouver. Ça doit être chiant. Qu'on soit bien d'accord. Quand vous êtes là-dedans, ça doit être long, pénible, insupportable, et vous devez avoir une impatience croyante, parce que tout simplement, pourquoi on passe autant de temps sur cette zone? C'est incroyable, ça devrait réagir. Ça ne réagit pas parce qu'il y a beaucoup de volume qui est en train de s'échanger, mais que ça prend beaucoup de temps. Comme on est sur des zones où la demande, en partie de smart money, est très forte, mais que le supply est relativement faible, que fait la smart money? Elle écrase la liquidité, elle écrase la volatilité. Pour récupérer ce qu'elle veut acheter sur la zone, elle va tout simplement market maker la zone, elle va destroy la volatilité pour accumuler petit à petit, jour après jour, petit bitcoin après petit bitcoin, ici on parle des bitcoins ou petit T. Voilà. Comme il y a très peu de gens qui vendent, si vous voulez acheter, il faut attendre que les gens vendent. Le meilleur moyen d'obtenir la vente de quelqu'un, c'est un peu de gré ou de force, c'est de dire épuisez-le, faites-le désespérer, il va finir par vendre, et quand il vendra, vous achetez. Et vous attendrez le temps qu'il faut pour trouver le volume que vous vouliez acheter sur la zone de prix que vous voulez acheter. Quand la capi a été accumulée, c'est le moment où vous avez cette première sortie. Alors là, d'un point de vue psychologique, donc autant cette zone-là, elle va vous paraître pénible, et là, la seule chose que vous devez faire ici, c'est de bien rationaliser ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire qu'ici, vous allez vous dire, putain, mais les signaux horaires, il n'y a rien qui marche, c'est l'enfer et tout. Ouais, mais vous êtes sur un support hebdomadaire, donc en fait, il faudrait peut-être regarder le marché aussi en hebdomadaire et de vous dire que si on passe 4-5 bougies hebdo sur cette zone-là, c'est pas non plus totalement irrationnel. On travaille les prix en hebdomadaire en fait. Donc c'est vraiment important que vous voyez ça. Cette conjonction de time frame et le fait qu'on va toujours former une bulle sur une zone qui a du sens sur des degrés de time frame supérieurs. C'est la multitude des intérêts conjugués sur plusieurs time frames qui crée généralement cette phase préparatrice de range, d'accumulation de valeur. Donc ici, il faut que vous ayez un plan. Dans votre psychologie, comment on réussit à accumuler ici? Il faut penser à regarder la vision globale, c'est-à-dire vous allez vous positionner peut-être vous avez un champ des possibles entre l'horaire et l'hebdomadaire. Pensez bien à regarder l'hebdo parce que ça vous aidera en fait à ne pas céder au biais d'impatience, de dire putain maintenant j'ai acheté, vite il faut que ça valide et compagnie. Là il faut souvent beaucoup de patience et donc je vous dis une approche plus buy and hold, de dire je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je ne vais pas céder à la panique au moindre petit mouvement baissier parce que si ici d'un coup vous avez une petite flipaille là qui vous fait une petite mèche dessous, si vous avez juste mis un stop loss ici, bye bye, merci, au revoir. Et pourtant vous êtes toujours dans la structure. Donc
vraiment prendre un peu de recul dans la phase d'accumulation. Quand on fait ça, généralement, on fait un buy and hold. Donc on accepte un peu de volatilité, un petit peu de bruit de marché sur la zone d'accumulation. On ne met pas de stop loss trop proche. Le mieux étant évidemment de ne pas en mettre dans ces structures-là quand on fait un buy and hold. Mais si on prend un trade spéculatif, toujours un stop loss, mais on prend bien en compte avec rationalité que le stop loss ne doit pas être placé trop proche. D'un point de vue psycho, quand arrive cette zone-là, alors je vais me remettre en rouge pour la volonté du code couleur, voilà, quand arrive cette zone-là, la zone charnière, alors là, qu'est-ce que vous allez ressentir à votre avis? En psychologie, c'est waouh, c'est la libération. Ça y est, le marché sort d'une phase de consolidation interminable. C'est génial. Voilà, quand le marché arrive ici, la première chose que vous ressentez, c'est la libération. Alors, ça peut déclencher différents types de réactions selon différents types de profils psychologiques, mais majoritairement, vous allez avoir deux réactions dominantes ici. La première, c'est que après une phase atonique qui a été généralement douloureuse pour la psychologie, qui fait travailler le biais d'impatience, et le biais d'incertitude sur des niveaux relativement forts, plus ou moins forts selon la connaissance que vous avez de ces structures. Ici, vous allez avoir envie de faire deux choses, soit de dire oh, « Putain, l'attente a été interminable, premier truc que je fais, je prends des profits. » Voilà. Alors ça, bon, on s'en fout, encore une fois, si vous avez été patient, quel est le scénario global que vous essayez de jouer? Est-ce que vous avez un objectif technique ici? Normalement, si vous avez accumulé en hebdomadaire, cette zone-là, en hebdo, elle doit avoir aucun intérêt pour vous. Donc il faut arriver à ne pas reprendre des visions de court terme, à ne pas se dire bon bah c'est bon, on a passé 6 mois dans l'accumulation, dès qu'il y a le breakout, hop, j'ai la target de break ici, je prends tout de suite des profits. Non, voilà, dans ce scénario-là, vous avez joué une accumulation. Dans l'accumulation, vous devez avoir des objectifs hebdomadaires qui sont bien plus lointains que ces visions court-termistes, d'accord? Donc ne pas ici laisser sa psychologie influer et de se dire ok, j'ai attendu suffisamment longtemps, j'ai enfin des gains, je les prends. Alors ça, c'est la pure connerie à faire. Autrement dit, vous êtes en train d'accumuler de la valeur, donc de prendre des risques en hebdomadaire pour récupérer des gains en horaire. Ça, on ne fait pas. Non, vraiment, on ne fait pas. Donc la seule chose qui déclenche vos prises de profit sur cet actif-là, c'est si vous avez pris un trade hebdomadaire, c'est vos objectifs hebdomadaires qui sont à prendre en compte, et non pas des objectifs de cassure horaire. Mais la façon dont la structure va se construire en horaire, on prend un exemple ici, va être effectivement importante, parce qu'elle va vous permettre de cadrer votre marché. À ce moment-là, vous n'en savez rien. Ici, vous vous dites juste, ok, l'autre problème, l'autre cas un peu trop protectionniste, c'est quand on arrive ici, il y a des gens qui ont une tendance assez fâcheuse à se dire, wouh, ça y est, c'est gagné, renfort. Alors là, bon bah non, si tu renforces, à ces moments-là, normalement, la cassure est tellement brutale que tu vas renforcer à résistance. Donc c'est un peu compliqué. En plus, ça peut très bien être un faux breakout, parce qu'ici, ça arrive plein de fois, les fausses sorties, puis ça réintègre, autant par le haut que par le bas. La vraie sortie se fait toujours avec du volume. Voilà. Ce qui est important dans ce truc-là, et dans ce schéma-là, c'est d'essayer de voir ce qui se passe sur l'overlap, quand il y a overlap. C'est vraiment ça qui est important. Et ici, si on veut, on peut se tenter un petit trade spéculatif. C'est-à-dire ici, on fait du buy and hold, là, on prend un petit trade spéculatif, on tente l'overlap. Mais encore une fois, quand on est à ce stade-là, ce qui est important, c'est qu'il y ait eu les psychologies précédentes. Toujours pareil, on valide étape par étape. Vous ne pouvez prendre ce trade, en tout cas le tenter, que si vous reconnaissez le schéma précédent, que vous normalement maîtriserez un peu plus quand vous aurez de l'expérience avec ces structures-là. Si vous voyez bien qu'il y a eu la phase d'accumulation, que ça a été long, qu'on était sur des supports hebdomadaires et que la rupture ici, elle respecte un schéma horaire, autrement dit, ça casse ici en horaire et on vient chercher la target horaire, vous allez vous dire, ok, il y a un scénario horaire, mais sur un support hebdomadaire et on a passé un putain de paquet de temps à travailler cette zone-là d'abord. Donc, on a probablement conjonction d'un breakout horaire et d'un scénario hebdomadaire qui va probablement se déclencher en même temps. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait des gens qui achètent le pullback. Et c'est là où vous allez vous dire, ok, ici je peux prendre un trade spéculatif en plus de mon trade hebdomadaire. Vous commencez à augmenter un peu le levier sans une prise de risque non plus irrationnelle. Là, évidemment, ce trade-là, il a un stop loss obligatoire. Quand vous prenez ce trade, il y a un stop loss sous l'orange. Ça, c'est clair. À ce moment-là, oui, parce que cette position, elle est en risque. Vient la phase suivante, où donc là, normalement, en termes de psychologie, cette phase-là, elle est relativement lente, et cette phase de consolidation ici est relativement longue. D'accord ? Normalement, le pullback, il ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire, on ne fait pas sortie haussière, pullback.
Hein, c'est vraiment pas ce genre de structure. Si vous avez affaire à ce genre de machin-là, ça ne colle pas à la psychologie. C'est vraiment important que vous compreniez que cette phase-là, elle doit être relativement longue. Généralement, la sortie ici est très brutale et la phase de conso est très très longue pour faire le pullback. Vous devez retrouver ce léger sentiment d'écrasement de la volatilité, d'accord? Ou pareil, c'est le même comportement. On écrabouille la volatilité, ok? Et puis ça repart. Et c'est au moment où ça repart, il ne faut pas faire la même bêtise qu'avant, se dire tout de suite « Allez, c'est bon, c'est gagné, je remonte le stop-loss ». Non, cette phase-là, elle peut très bien être un peu volatile des fois, et revenir chasser un peu les stop-loss, et voilà. Ce qui est important, c'est la phase suivante, la sortie ici du canal. Et cette sortie, elle doit être faite de manière particulière. Voilà. Pardon. Donc ça doit avoir une structure vraiment particulière. Ce qui est ici important, c'est de voir l'excès. Comme on l'a dit, la bulle ne peut se former derrière, ou la schéma un peu bullesque ne se forme que s'il est précédé d'un excès. Cet excès, il doit être caractérisé par une rupture brutale. D'accord ? Un schéma où c'est vertical. Cette phase-là, c'est un peu de préparation, et la durée ici de cette phase-là est très aléatoire. Mais ce qui est important, c'est que cette phase-là, ici, précisément celle-là, doit être très courte et très brutale. Et elle doit être conjuguée à la sortie du canal. On sort du canal, c'est brutal, ça devient clairement irrationnel. Cette partie-là doit trancher avec tout ce qui s'est fait avant. Même avec la partie breakout ici. C'est-à-dire que ça doit même être encore plus puissant que ça. Ou en tout cas comparable à ça. Et cette phase-là doit donc sortir, normalement franchir une résistance, mais surtout bien sortir franchement de ce canal. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien évidemment, si vous suivez un schéma classique en horaire, c'est-à-dire si vous mettez vos petites œillères et que vous analysez la tendance horaire, en réalité elle ressemble à ça. D'accord? C'est-à-dire que vous vous dites, ok, moi j'ai préparé mon schéma horaire ici, ok, donc j'ai ma petite phase de range, ok, pas de souci, j'ai ma belle phase de tendance, d'accord? Là en fait on zoome sur cette portion du prix, que celle-là, d'accord? Celle que voient les traders qui suivent ce marché en horaire, mais qui n'ont pas suivi la vision d'ensemble en hebdomadaire, d'accord? Tous ceux qui ne voient pas le tableau plus large. Ceux qui sont avec leurs petites œillères à court terme. Eux, ils ont leur phase de tendance ici, ok? Généralement, ça diverge un petit peu. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir un gros pullback, ok? Et derrière, ici, théoriquement, donc un excès final. Sauf que quand on va arriver à l'excès final, on en est là en fait. On est sur le haut du canal, les mecs vont se dire ok ici on short, et pourquoi on short? Il fallait à ce moment-là avoir une vision hebdomadaire. Qu'est-ce qui va emporter le marché ici? C'est le fait que les traders hebdo, eux, n'ont rien à foutre de cette zone-là, ils ne prennent absolument aucun profit. Parce que leurs objectifs se trouvent beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est là où on trouve une forme d'irrationalité de la demande, qui est qu'on a des petits traders à court terme qui vont récupérer quelques profits. C'est eux qui, généralement, donc, vont causer cette phase un peu d'indécision. Mais on a toute une partie de la capi qui est complètement accumulée par des gens qui n'ont rien à foutre de cette zone de prix. Et la bulle ne peut émerger que s'il y a un rapport de force déséquilibré entre très peu de traders à court terme et beaucoup plus de volume immobilisé à moyen terme. C'est ça qui crée la bulle. Rappelez-vous, ça va être bien ça la psychologie. Pour que ce schéma bullesque existe, il faut que la part relative de flottant soit très faible pour que le schéma parabolique puisse se construire et se mettre en place. Ok ? Donc, le fait que ce schéma horaire devienne irrationnel ici, c'est absolument normal et c'est essentiel. Ça traduira de manière indirecte le fait qu'une partie majoritaire de la capitalisation est immobilisée par des gens qui n'en ont rien à foutre de ce trading horaire, mais qui sont probablement beaucoup plus positionnés sur des UT plus long terme. Ce qui est important derrière, c'est de confirmer cette phase d'hésitation, c'est-à-dire de digérer en fait les prises de profit horaires plus les petits vendeurs spéculatifs qui vont trouver que ce mouvement est irrationnel et trop fort et compagnie, et qui, eux, vont mettre leurs petites œillères, c'est-à-dire ils ne vont pas regarder les graphiques en hebdo, ils vont juste dire, attendez, c'est débile, en 3 jours, l'Ethereum qui prend tant de pourcents, ou je sais quoi, et qui vont dire, c'est too much, c'est n'importe quoi, et qui vont se mettre à vendre à découvert. Donc il faut digérer un petit peu tout ça, cette phase d'indécision, et la phase de bulle qui émerge ne fera derrière, si elle émerge, que confirmer votre biais spéculatif, qui est de dire, la plupart des gens dans ce marché ont accumulé de la valeur à moyen terme, c'est eux qui font le marché, et on va aller chercher leurs objectifs. Et comme il n'y a plus aucun flottant qui circule, on va y aller de manière débile. Et là, en fait, cette bulle derrière, elle va aller chercher des objectifs hebdomadaires. C'est-à-dire des time frames et des objectifs beaucoup plus loin que la vision qui a pu être faite dans les deux phases précédentes. Alors que si on prend la répartition du temps, d'accord, si on devait tracer un axe global du temps de ce scénario, alors attendez, je vais essayer de nettoyer ce bordel. Ok, voilà.
Donc, si on prenait un axe du temps, d'accord, ce serait de se dire, sur notre axe de temps de durée de vie, entre guillemets, de notre bulle, okay, la phase préparatrice de la bulle, qui est donc celle-là, là, c'est relativement long, d'accord, en termes de durée. Normalement, la phase suivante, la phase de préparation de la bulle, est un peu plus courte quand même, normalement, que la phase d'accumulation. Alors c'est théorique, et je vous dis, toutes les bulles ne sont pas comme ça, mais ce qui est important, c'est surtout de comprendre que la phase finale, elle représente beaucoup dans l'émotionnel, parce que c'est très émotionnel, mais d'un point de vue temps, en fait, c'est la résultante de toute la phase préparatrice. On se prépare pour ça, d'accord ? On se prépare, on commence à voir les signes précurseurs favorables à la formation de schémas de dérégulation de l'offre et de la demande, bulle spéculative, appelez ça comme vous voulez, mais le réel sous-jacent de ce qui se passe ici, c'est qu'on a affaire à un actif dont la structure offre et demande est dérégulée. Il n'y a pas suffisamment d'offres pour subvenir à la demande qui va devenir de plus en plus irrationnelle, tout simplement parce que la plupart de la capi a été accumulée par des gens qui ne la lâcheront pas avant un bon moment. Aussi simple que ça. Voilà. Arrive donc la phase de bulle, là où d'un point de vue émotionnel, ça bouillonne de partout, d'accord ? Donc les prix deviennent totalement irrationnels pour ceux qui regardent à court terme, encore une fois. On va prendre des exemples graphiques après. On remarque qu'on va le prendre maintenant, hein, on va pas s'embêter. Donc, hop, on vire tout. On prend par exemple donc, la structure Ethereum dans le cas présent, parce que là, on a l'avantage de pouvoir éventuellement voir une bulle se former en temps réel, mais surtout, ici, on a de l'historique, ce qui veut dire que là, on n'est pas en train de former une bulle sur un sommet historique, donc pas en train d'essayer de chercher une valeur hypothétique maximale, dans du néant. Là, ici, dans le meilleur des cas, on va avoir des retracements. Donc ici, pour projeter les objectifs hebdomadaires, là, on a de quoi faire. Mais quand je vous parlais tout à l'heure donc, du fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'enferment à court terme et qui vont dire effectivement, non mais c'est n'importe quoi, un marché qui monte comme ça, c'est complètement débile, ça n'a rien de logique. Bon, en fait, si tu dézoomes en hebdo, c'est pas non plus franchement cataclysmique ce qui vient d'être fait les derniers jours. C'est plutôt bénin en fait. C'est vraiment pas... c'est pas un game changer, quoi. On n'est pas sur un truc de dingue. Donc en fait, c'est de dire, on a réagi sur des supports hebdomadaires, on commence à former des structures de demande un peu irrationnelles sur les time frames inférieurs. Quand je vous dis qu'on a le terreau fertile d'un mouvement derrière de dérégulation offre-demande, c'est-à-dire d'un prix qui risque de monter de manière un petit peu irrationnelle et parabolique sur les time frames inférieurs, n'est pas du tout dénué de sens sur les time frames sur lesquels ces scénarios devraient se construire. C'est-à-dire des scénarios de prise d'un support hebdomadaire, ça vise des objectifs hebdomadaires. Donc en réalité, les gens qui accumulent la valeur ici, vous pensez réellement qu'ils en ont quelque chose à foutre de revendre à 160 $? Non, les gens qui accumulent la valeur ici, ils visent très probablement 600 $, 700 $. Ils auront peut-être tort, peut-être raison. D'accord ? Le rendement associé à ces prises de risque est énorme. Donc il faut bien vous dire une chose, est-ce que ces gens-là, ils ont misé tout leur capital ? Ben, bien sûr que non. C'est des paris spéculatifs avec des rendements considérables. Mais par contre, les prises de risque, elles doivent être relativement faites, c'est-à-dire c'est du buy and hold, ça se fait sans levier, ça se fait avec une part relative du capital, on ne fait pas un pari sur l'Ethereum, on ne fait pas un pari sur Bitcoin, on immobilise une partie de la capitalisation sans effet de levier, et surtout on est en mode buy and hold, c'est-à-dire je ne revendrai jamais ces Ethers. Je vous l'ai dit, pour moi, ça va à zéro, j'en ai rien à foutre, je les aurai toujours dans 10 ans, ça vaudra rien, on en rigolera, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est quand une partie des gens qui se positionnent dans ces scénarios-là ne vendront sous aucun prétexte que vous réduisez mécaniquement le flottant et vous augmentez la probabilité que tout simplement ces scénarios de bulles et de demandes irrationnelles se produisent par la suite. Est-ce qu'ils vont se produire ? Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que s'il finit par y avoir de la demande sur ces actifs, il y a des gens qui ont acheté ces supports et ils ne relâcheront probablement rien avant un bon moment. C'est tout simplement ça qu'il faut comprendre. Et il faut que vous ayez cette psychologie vous-même si vous êtes en train de rider une bulle. Si vous êtes dans une bulle, vous devez immédiatement savoir qu'est-ce que vous visez. À partir de quel prix vous acceptez de relâcher une partie de ce que vous avez. À quel prix vous êtes prêt à commencer à vendre. On va prendre un autre exemple.
gold. Parce que là, on a affaire à une structure qui pourrait devenir irrationnelle dans la demande, dans le sens où, même chose ici, en mensuel, on a passé pas mal de temps par là, il n'y a pas encore la structure d'overlap, ok? Mais si on prend l'exemple ici, on prend l'exemple de la bulle quand elle s'est formée. Alors je ne vais pas prendre gold ici, je vais prendre XAUUSD pour qu'on ait plus d'historique. Il me semble que Wanda va nous... Non, alors pas Wanda dans ce cas-là. ICE va nous fournir un peu plus d'historique, je pense. Voilà. Donc là, pareil, on voit bien formation d'un creux majeur, tutti quanti. Quand on voit ça, évidemment, c'est d'un irrationnel le plus total. Et alors qu'en fait, bon, bah, si on regarde les time frames précédents, on n'est pas non plus sur un truc totalement dénué de sens. C'est pas complètement dénué de sens. Il faut bien concevoir ça. Donc, le principe, c'est qu'ici, si on devait se projeter en replay, là, tout le monde, quand ça monte, va vous dire « mais c'est une bulle et compagnie ». Oui, c'est parabolique. Oui, évidemment, du coup, c'est une bulle. Est-ce que vous voyez les structures préparatrices? Bah oui, on a bien l'accumulation à moyen terme. On est bien venu se repositionner sur des supports de moyen terme. Là, ici, il n'y a pas que des gens qui font mumuse en daily. Et on est en mensuel. Donc, évidemment, si vous regardez ce truc-là en daily, c'est complètement irrationnel, c'est fou, c'est parabolique. Comment on peut prendre autant de dollars en si peu de jours et compagnie? Bah oui, mais tout simplement parce qu'il y a des gens ici qui les ont achetés, ces trucs-là, et qui vous les revendent aujourd'hui, et la question c'est à quel prix ils vont commencer à revendre. Voilà. Et toujours avoir un objectif. Quand on fait partie des gens qui ont acheté ici. Avoir un objectif, c'est de dire je ne revendrai rien avant tel prix. D'accord? Et ça, c'est vraiment cette notion-là qu'il faut que vous ayez en tête quand vous ridez une bulle en ayant pris la phase spéculative, c'est-à-dire en ayant acheté les bottoms. Quand vous avez ça, il faut juste savoir à partir de quel prix vous acceptez de revendre. Et avant, tout ce qui se passe avant, bah vous laissez les autres parler. Ça ne doit pas vous concerner. À la limite, si vous êtes vraiment agressif, vous pouvez même rider la bulle, c'est-à-dire la trader en utilisant les méthodes spéculatives que je vous ai proposées avant. Mais dans ce cas-là, il s'agit bien de trades spéculatifs qui doivent devenir totalement indépendants de la stratégie de base, qui est ce buy and hold. Les deux sont vraiment à gérer différemment. Le buy and hold est un trade spéculatif particulier. Le trading spéculatif dans la bulle, celui avec les trendlines et tout ce que je vous ai dit, et les breakouts et compagnie, vous pouvez l'appliquer, il n'y a pas de souci, mais il faudra bien dans votre tête séparer les deux. Et il faut avoir cet objectif. C'est absolument obligatoire. Autrement dit, c'est de dire, tant qu'on n'a pas fait ça, je ne fais rien. C'est vraiment comme ça qu'il faut raisonner quand vous êtes à l'achat d'une bulle sur la phase d'accumulation. Vous êtes en train de trader le scénario global. Autrement dit, si à l'époque vous aviez acheté le gold sur des supports mensuels, je sais pas, en janvier 2000 ou un truc comme ça, voilà, bah là le truc c'est de dire, attends, moi ce machin-là, je lâche rien tant qu'on n'est pas ici par exemple. Se donner un objectif classique de range, voilà, qui revient à dire, ici, tant qu'on n'est pas à 61, 76 du range, je lâche que dalle. Et autrement dit, tout ce qui se passe là, aussi irrationnel que ça puisse paraître, et là déjà tout ça en daily, ça devait ressembler à une sacrée phase de bubule, mais tout ça, vous n'en avez rien à foutre. Vous avez vos objectifs théoriques, et très sincèrement, ici, moi, j'aurais fait que des prises de profit partiel. Si j'avais pris une accumulation en mensuel ici. On est bien d'accord là-dessus. Okay, le principe derrière, c'est toujours un objectif. Alors, ça peut être fait selon plusieurs méthodes. Il y en a une que je peux vous partager qui est tout simplement que vous pouvez utiliser des projections trend-based Fibo. C'est-à-dire quand vous êtes comme ça et que vous devez projeter sur du sommet historique, il y a une méthode pas totalement débile qui revient à effectivement utiliser ça, c'est-à-dire les extensions Fibo. Alors il y a d'autres gens qui adorent derrière sortir les graphiques paraboliques, donc ça évidemment vous pouvez le faire aussi, c'est-à-dire de mettre derrière le graphique ici en log. Alors les extensions, il va de soi qu'il faut toujours viser des grosses extensions quand il s'agit de bulles. Hein. Alors là je vais essayer normalement de voir dans mes presets, je dois avoir des trucs. Voilà, normalement, moi je vise au minimum derrière 161, voire les ratios classiques, donc 200, voire 261. C'est-à-dire que je vais regarder l'état d'avancement de la bulle sur chacune de ces zones qui sont, comme on l'a dit, c'est des résonances. C'est pas plus que ça, hein, voilà. Mais c'est de dire, comme on essaye d'étendre la valeur dans le futur, il n'y a pas 50 millions d'outils qui permettent de faire ça. Les extensions Fibonacci en sont un parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres options, comme on l'a dit. Vous pouvez mettre les graphiques en log et tracer des trendlines, des trucs comme ça. Le but ici est simplement de rationaliser son processus de pensée dans un contexte qui, lui, est totalement irrationnel. C'est ça que vous devez faire dans la phase de bulle, si vous êtes dedans, hein, qu'on est bien d'accord, et que vous le tradez sur le time frame global.
Dans ce cas-là, on prend ce time frame global et on essaye de placer ces zones d'objectif. Et on regarde comment se comporte la liquidité de la bulle avec la méthode des trendlines à ces zones-là. Si vous voyez qu'on vient de travailler cette zone-là, alors il ne s'agit pas de vendre au pic près ici, mais de dire on arrive vers cette zone-là et c'est là qu'on commence à retester les trendlines à court terme. Ben, quand vous avez ça, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez des profits. C'est aussi simple que ça. Vous prenez des profits. Voire, si vous êtes Showtime, vous tentez des petites ventes spéculatives qui serviront dans un premier temps à couvrir votre mouvement haussier. Et puis quand vous voyez l'effondrement spéculatif se mettre en place, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez. Et après, dès qu'il y a le dead cat bounce, on short. Mais c'est comme ça qu'il faut se mettre en place. C'est de se dire, l'erreur dans une bulle, c'est d'être surpris par ce qui se passe. Le bon comportement à avoir, c'est pas de prévoir le futur, mais de savoir quel est le prochain mouvement le plus probable. De se dire, à ce stade-là, la prochaine zone la plus probable à venir tester, c'est celle-là. Alors après, il faut utiliser une méthode et toujours la même. Donc je dis, là, il n'y a pas de raison de vous formaliser. Que vous utilisiez des trendlines dans des projections logarithmiques, je peux comprendre. Voilà. Qui reviendrait à dire un truc comme ça, où vous dites, je ne sais pas, voilà, je trace un... Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Hein. Alors, oula. Pourquoi ça rame comme ça? D'accord. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Moi, je fais pas ça, mais après, là, j'ai pas de recul suffisant pour critiquer la méthodologie d'autres personnes. Il y a des gens qui tracent des canaux sur les projections logarithmiques. Bon, c'est une des différentes méthodes. Moi, je préfère effectivement utiliser les ratios Fibonacci, mais des gros ratios, hein, voilà, 2,61 et des trucs comme ça. Il y a une autre méthodologie qui peut être utilisée qui est le niveau de retracement étendu. Ça, j'ai déjà vu, c'est-à-dire des gens qui prennent ce range-là et qui le reportent en utilisant là aussi donc des ratios relativement fantastiques. Hein, d'accord. Donc ici serait de dire, moi c'est effectivement par ces zones-là que j'espérerais trouver des petits quelque chose où je vais juste étudier. Bon, on va mettre en real time comme ça on gagne tout. Ouais, bon, bah là c'est pas une histoire de merde. Pardon. C'est pas une histoire de magie et j'ai tracé les trucs sans savoir, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, là par exemple, ça m'aurait dit je travaille sur cette zone-là, ok, là on revient bien tester les trendlines sur ces zones-là. Et puis là d'ailleurs, on n'est pas dans un mouvement total. Alors pardon, on est surtout en log, voilà. Ok, on arrive dans ces zones-là, le mouvement parabolique revient tester les trendlines, game over, voilà. Donc effectivement, ici, il se passe des trucs. Voilà. Maintenant, est-ce que j'aurais pu savoir qu'on s'arrêterait là sur le gold? Non, absolument pas. C'est juste de dire, j'ai construit quelque chose avant. C'est ça qui est important. Il faut toujours que votre psychologie soit maîtrisée par des éléments, que vous sachiez quelle est votre prochaine étape. Parce que si vous vous laissez porter par le bruit ambiant dans une bulle, vous êtes dans la merde. Parce que le bruit est d'abord complètement fou, c'est-à-dire que quand vous êtes en train d'accumuler, tout le monde va vous dire « mais c'est une tendance baissière, ça va reprendre à la baisse ». Autrement dit, on va vous donner l'envie de vendre. Alors que, bon, bah, objectivement parlant, vous avez mis en place un scénario, il est en train de se mettre en place, vous savez qu'il faut être très patient, puisque du coup tout le monde regarde à court terme, alors que vous devez avoir une vision un peu plus globale. Donc il ne faut pas vous laisser polluer par les traders de court terme qui vont suivre les tendances baissières. C'est eux qui vendent ce que va acheter la smart money, hein, qu'on soit bien d'accord. Si le scénario se met en place. Ça, c'est vraiment important que vous compreniez ça. Donc, il ne faut pas vous laisser polluer par les visions de court terme quand vous avez une vision un peu plus moyen terme. Suivez votre plan, en fait. Ça, c'est toute la difficulté de la psychologie dans la phase d'accumulation. Dans la phase de sortie, la seule chose que vous devez voir ici, c'est la mise en place du processus irrationnel, qui fait que vous ne pouvez jamais savoir dans le marché avant. Donc cette phase-là, elle ne sert pas à savoir ce qui se passe, elle sert juste à orienter significativement les probabilités en faveur de vous. Ça revient à dire, en fait, la façon dont on sort de ce canal ici, elle traduit de manière indirecte une chose qui est très importante. Quel est le rapport, quel est le ratio? Alors c'est théorique ce que je vous dis ici, mais voilà, en réalité c'est comme ça que moi je l'utilise, qui revient à dire, moi je ne sais pas entre guillemets qui a acheté à court terme et qui a acheté à moyen terme ici. La seule chose c'est qu'à la façon dont on va sortir du canal, ça m'apporte une réponse théorique à ce truc-là. Plus ça sort violent, plus je me dis, il y a peu de gens qui vendent ici, donc plus il y a probablement de gens qui accumulent à plus long terme par rapport au nombre de gens qui ont accumulé dans le simple but d'un petit breakout de court terme. Donc plus c'est brutal, plus je me dis, il y a beaucoup de mecs qui ont acheté ici à moyen terme. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est une pure vue de l'esprit, qu'on
soit bien d'accord, je ne sais pas quoi qu'il arrive, je n'en ai aucun moyen de le savoir, mais la façon dont la liquidité se distribue au breakout me permet d'avoir une lecture indirecte de cette réponse-là. Ok? C'est important de comprendre ça. Alors c'est purement subjectif et c'est de la psychologie. Et si ça se trouve, c'est de la pure invention de ma part. Mais voilà, moi c'est ce qui me permet ici de dire, il y a beaucoup plus de gens, en tout cas il y a pas mal de gens, suffisamment de gens qui ont probablement acheté les Ethers à ce prix-là pour revendre beaucoup plus loin. Sinon, ils n'auraient pas laissé ce genre de mouvement se mettre en place, ce genre d'accélération. S'il y avait eu plus de petits acheteurs à court terme que d'acheteurs à moyen terme, bah les acheteurs de court terme, ils auraient pris leur profit ici. Voilà, et ils n'auraient pas laissé se construire ce mouvement un peu irrationnel qu'on a eu. Okay, ça ne garantit pas, hein, qu'on soit bien d'accord, si ça retombe, ceux qui ont acheté à moyen terme seront les premiers à ne pas conserver tous leurs gains dans le marché. Okay, c'est important que vous compreniez ça. Et donc arrive cette dernière phase psychologique où là, très sincèrement, vous ne faites qu'appliquer la stratégie technique si vous voulez rider la bulle, vous laissez les autres faire leur merdier et vous surveillez vos zones d'objectifs de moyen terme et vous regardez le comportement à plus court terme de la bulle, méthode des trendlines, quand on arrive sur vos zones d'objectifs. Aussi simple que ça. En fait, la méthode de la trendline, d'un point de vue psychologique, si on reprend un peu le schéma, donc là je vais reprendre Bitcoin, hein, d'accord ? Puisque là on a une bulle bien formée là-dessus, on peut travailler sur des choses. Donc quand vous appliquez la méthodologie de la trendline, donc c'est, alors on va se mettre sur la bulle des 20 000, voilà. À ce stade-là, c'est quand on est dans du sommet historique, là on va faire le jeu sur Bitcoin, alors attendez, il va me falloir plus d'historique, donc je vais prendre Bitstamp. Voilà. Donc si j'avais utilisé la méthodologie des projections Fibonacci, alors là déjà on va se remettre en log le temps de bien voir le cycle, voilà. Alors j'aurais dû me mettre en hebdo, hein, voilà, puisque là donc comme toujours le but est de trouver les cycles. Donc on se met sur l'hebdo et on se dit ok, le but c'est donc de projeter tac, 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 ok, de prendre bien le cycle et de faire une extension Fibonacci du cycle précédent. Donc ici on fait tac, point haut, point bas de 2015. Alors en plus, il faut prendre quand même, somme toute relative ici, que effectivement sur certains exchanges, le point bas n'est pas au même prix, etc. Tout ça, tout ça. Ok, mais ici, c'est toujours pour ma part des ratios Fibo à viser. Donc, alors des ratios Fibonacci en extension, il y en a beaucoup. Hein. 261, c'est qu'une portion d'eux. Hein. Donc déjà, vous voyez que comme par hasard, encore une fois, il n'y a pas de magie là-dedans, mais il s'agit de dire la zone 161-200, elle a réagi également. Ça veut dire que la bulle aurait peut-être pu s'arrêter ici. En tout cas que ici, regardez vos trendlines, c'était pas spécialement débile. Okay, et là, d'ailleurs, il y a probablement eu des pullbacks sur les trendlines, ce qui veut dire qu'ici, il y avait déjà des phases d'épuisement des bulles qu'on construisait sur les UT inférieures. Rappelez-vous ce qu'on a dit la dernière fois, les bulles peuvent se construire dans des bulles et dans des bulles et dans des bulles. C'est-à-dire que là, on avait bien une structure de bulle qui a maturé ici, sauf qu'ici, la bulle ne s'est pas effondrée et elle a relancé une bulle de degré encore plus fort. Et plus on pousse comme ça, plus évidemment la demande derrière devient irrationnelle. Alors, les ratios Fibo, vous avez 261. Après, c'est 4 points. Alors, normalement, c'est 4,14 d'ailleurs, ça me paraît bizarre. Il me semblait que c'était 4,14. 4,41, voilà, c'est ça. Pas 4,23, là, je ne sais pas d'où il sort celui-là. Donc 4,41, d'accord. Après, c'est 8,618. Là, il n'y est pas, mais on va le créer. D'accord, là, il s'agit réellement de fortes extensions. Donc, c'est toutes les zones où vous allez regarder, entre guillemets, ce qui se produit. Donc, après, il me semble, c'est 8, je ne sais plus combien. Bon, de toute façon, on n'est qu'à voir, c'est la suite relative au nombre d'or. Donc c'est 8,61 si ma mémoire est bonne après, je crois, un truc comme ça, qui sont entre guillemets des pures vues de l'esprit, d'accord, mais au moins vous formalisez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train d'essayer de projeter dans le néant, vous êtes simplement en train d'essayer de regarder des zones qui font du sens, d'accord. C'est vraiment, la théorie c'est de comprendre ça. Alors après vous projetez des multiples qui sont complètement dingos, okay, et là, effectivement, vous allez retrouver le schéma parabolique, c'est-à-dire que chaque nouveau Fibo est toujours plus loin et loin et loin que le précédent. C'est vraiment important que ce schéma se mette en place. Okay, mais ça vous donne des zones sur lesquelles vous travaillez et surtout, ça vous montre des zones sur lesquelles vous ne travaillez pas. Et c'est ça qui est vraiment important. Okay, et le but, c'est qu'évidemment, cette construction se met en place parabolique. C'est un peu tout l'intérêt ici du Fibo. Bref.
voilà un peu pour le délire. Je vous sortirai éventuellement une liste parce que là, au-delà du 861, j'ai rarement vu. Mais bon, après, c'est vrai que Bitcoin était quand même sur un truc fulgurant. C'est rare hein, de voir 861% d'extension des vagues précédentes. Hein. Là, on est déjà sur des trucs complètement dingos. Euh, D'ailleurs, non, c'est pas 861, qu'est-ce que je vous dis c'est 618. Ah oui, voilà, c'est le ratio 618. Tac. Voilà, là d'ailleurs, vous voyez, ça colle beaucoup plus. Là, ça nous donne cette petite zone-là, pareil, où ici, probablement, l'autre bulle s'est arrêtée. Donc 618, après, du coup, bah, tous les ratios, voilà, continuer sur le truc. Donc ça, moi, c'est la méthode que j'utilise quand je dois projeter quelque chose. Sauf quand on est, donc, comme on l'a dit là, dans le cas de l'Ethereum, où pour l'instant, c'est une bulle horaire. Attention, on est sur le plus bas des time frames possibles pour une bulle. Comme on l'a dit en dessous, c'est peu probable que ça se produise. Mais ici, on a l'avantage d'avoir des prix historiques. Donc ici, on peut viser des choses sans avoir à projeter de manière systématique le passé. Maintenant, faisons l'exercice par exemple, admettons, alors ici je pars vraiment dans une projection purement théorique, ne me faites surtout pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais si je prends par exemple l'Ethereum de Bitstamp, non, alors c'est qui déjà qui fournit la plus grosse donnée sur ça? Je crois que c'est Kraken, non je sais plus. Alors là déjà j'ai un peu plus d'historique. Finex peut-être. Ah voilà. Donc là, par exemple, j'ai un peu plus d'historique. Donc là, admettons, l'Ethereum devait casser les 1400 $. Vraiment, admettons, et là, on s'en fout, on fait de la technique qu'on appliquera à la psychologie. Enfin, de la psychologie ici en apprenant un peu de la technique. Donc, si on devait faire la même chose, alors je vais mettre en log pour être sûr de bien choper le bottom proprement, sans avoir à zoomer comme un con. Hein, donc là, c'est plus, voilà. Donc, si je fais ça, ok, bottom to top, reporter au bottom, et que j'applique donc mes fameux ratios, ok. Donc, je vous sortirai la liste complète parce que, bon, aller au-dessus de 618, c'est quand même, voilà, c'est quand même costaud. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, log, voilà. Ok. Donc, maintenant que je sors ces ratios-là, d'accord, ces trucs-là, on va dire que ça, c'est tous les prix et c'est toutes les zones sur lesquelles je regarderai l'Ethereum si je dois projeter au-delà de cette zone-là. Alors, comme d'hab, j'ai ma gestion du risque, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, comme on disait sur le gold tout à l'heure, avant de franchir les résultats, les sommets, je vais déjà faire ma gestion du risque sur mon haut de range. Ça, c'est clair et net que à 1000 $, je vais faire des choses sur Ethereum. Je vais revendre une partie, pas tout. Mais cette zone-là, je vais avoir une gestion du risque, c'est clair. Maintenant, si on s'écarte, bah, c'est quoi la prochaine zone que je vais surveiller? Bah, c'est là. Pour moi, l'Ethereum entre 2000 et 3000 $, entre 2005 et 3000 $, c'est clairement une zone où il faudra regarder, faire de la gestion du risque, spéculer éventuellement à court terme avec des petites ventes pour essayer de couvrir les achats ou des trucs comme ça, essayer de voir comment ça réagit par là. On ne sait jamais, puisque comme on l'a dit, admettons, hein, j'aime vraiment pas ça parce que c'est de la pure projection, mais admettons, voilà, la future, c'est un truc comme ça. On vient, on crée l'overlap, d'accord, par rapport à cette résistance, et on part derrière, de nouveau, phase de bulle, comme des gros glands, d'accord, on y va, chaud, chaud, bouillant. Alors pardon, donc, comme on l'a dit, on respecte le schéma. Ce serait, hop, on vient là, on fait l'overlap, on s'écrase pendant un bon moment. Donc vous voyez que dans tous les cas, déjà, même dans le meilleur des cas, ça prendrait un temps fou. On construit notre canal. Alors, attendez, je vais rezoomer un peu. Et merde, bon, forcément, c'était la connerie à pas faire. Bon, je vais dessiner avec le graphique, parce que comme ça, au moins, on garde l'effet d'échelle. Donc, hop. Alors, je vais y arriver. Non. Voilà. Donc, admettons, on devait partir sur un scénario de bulle. Donc, on va construire avec notre modèle théorique. Je n'ai pas dit que ça se passerait comme ça. Il s'agit que d'un modèle statistiquement théorique. On se fait un petit truc comme ça. Ok. On vient par là chercher l'overlap. On y passe un petit moment. On construit le canal. Ok. Et invitons donc derrière, on voit se remettre en place une forte demande qui vient chercher mon objectif, très probablement. Vertical, je veux voir bien le breakout, je veux voir l'euphorie, je veux voir l'excès. Okay, à partir de là, on normalise un petit peu dans cette zone-là. L'essentiel, c'est qu'on ne réintègre pas le canal. Peu importe le temps qu'on passe à travailler ici, rien n'est formalisé à ce niveau-là. L'important, c'est qu'on ne revienne pas tester les trendlines. Donc, ici, on ne doit pas revenir tester le canal ou juste revenir le toucher, mais pas le réintégrer.
Et à partir de là, si on repart haussier, se met en place la bulle. Donc, à quel moment ici on applique ces règles et à quel moment sa psychologie passe à l'étape suivante. Ce qui est important, ce n'est pas de formaliser tout ça dans sa tête, c'est de se dire ça c'est un schéma théorique. Mais ce schéma théorique, on le suit à partir du moment où on passe à l'étape suivante. À chaque fois qu'on franchit une étape, on doit savoir quelle est l'étape suivante et attendre sagement que ça se passe. Ne pas se laisser influencer, ne pas laisser les autres polluer votre cerveau et ainsi de suite. Donc, si vous voyez ces schémas qui se constituent, d'accord, le seul truc que vous attendez après, c'est de travailler la zone de l'overlap ici, en spéculatif et avec des stop-loss sur cette zone-là, parce qu'à ce moment-là, vous ne savez rien du tout de la structure. Le seul moment où vous savez qu'il y a une forte probabilité que la bulle se mette en place derrière, c'est l'excès. Mais l'excès ne vous empêche absolument pas de prendre des profits, si vous êtes sur une zone sur laquelle vous aviez prévu de prendre des profits. Moi, ici, je prendrai des profits parce que c'est une zone hebdomadaire sur laquelle, quoi qu'il arrive, j'ai une gestion du risque à faire. Voilà, il faut bien comprendre que c'est un objectif pour moi ici. Alors que dans le trade d'Ethereum aujourd'hui en hebdomadaire, la zone des 175 $, j'en ai rien à foutre. Donc je ne fais pas de profit aujourd'hui. Okay. Admettons. À ce niveau-là, donc, je me dis, ok, c'est bon. Là, il y a une première instruction graphique de déstructuration potentielle de la valeur à venir derrière. Ce n'est que quand on franchit derrière cette zone-là et qu'on franchira éventuellement le sommet historique qu'on pourra pousser. Si ça a cette structure-là, je me dirais clairement, ok, c'est bon, grosse bubule, on va y aller comme des teubés. La prochaine zone qui m'intéresse, c'est ici. Et si cette zone-là, elle ne répond pas, c'est ici. Et si cette zone-là, elle ne répond pas, c'est ici. Alors le 261, je ne le regarde pas généralement, hein, ou je le regarde très peu. Le 2618, là. Je le regarde si cette zone-là n'a pas réagi. Disons qu'en fait, la zone que je regarde, c'est plutôt ça. C'est ici, dans cette zone-là, on va dire avec ces zones de résonance-là. Donc 1,618, 2,618, 4,41, 6,18, et ça va toujours de plus en plus loin après. Ok? Donc le but, c'est de toujours projeter, et ça vous donne des zones de résonance dans lesquelles, à chaque fois, on va remettre sa petite loupe, et on va regarder à plus court terme comment se comportent les trendlines. Voilà. Bref, du coup, avec la notion psychologique à laquelle on vient d'ajouter quelques petites notions techniques, j'espère que vous serez de plus en plus capable de naviguer dans ces structures de bulles, qui restent, quoi qu'il arrive, des marchés qui, psychologiquement, ne sont pas les plus simples à gérer parce qu'ils sont faits par nature pour catalyser des émotions fortes, alors que la seule chose rationnelle que vous devez faire dans ces choses-là, c'est d'appliquer votre plan de trading. Je sais que c'est compliqué, et évidemment, c'est la raison pour laquelle il y a plein de biais qui peuvent être mis en place là-dedans, qui sont très souvent d'ailleurs des biais liés à l'impatience, c'est-à-dire que quand ça bouge vite, vous vous attendez à ce que ça bouge encore plus vite demain, et effectivement ça c'est un sentiment naturel qui est lié à l'impatience, d'accord, et auquel il faut faire vraiment attention. Donc comment on formalise le biais d'impatience dans une bulle? En utilisant des objectifs clairs quand on est dans la phase de bulle, en ne se laissant pas impacter par le temps dans toute la phase de préparation, c'est-à-dire que toute la phase de préparation est extrêmement longue, extrêmement pénible, d'accord, et la récompense, entre guillemets, est très très disproportionnelle sur le temps. Rappelez-vous l'échelle du temps qu'on a mis en place tout à l'heure. C'est bien de dire que sur une échelle du temps, si vous construisez un scénario de bulle, la récompense, c'est-à-dire le moment où tout le monde sur les réseaux va dire « Putain, mais t'as acheté des éthers ou des machins à ce prix-là, mais mec, t'es trop fort !» Ça, c'est stupide, encore une fois, ça va flatter votre ego, mais ça ne représentera sur la globalité du scénario qu'une infime partie du temps. La plus grande partie du temps que vous auriez passé dans ce scénario d'accumulation, c'est une très longue phase de doute, interminable, une courte phase de validation dans laquelle, en réalité, vous ne savez toujours rien du tout. Vous savez juste que le trade est validé, mais vous n'avez aucune raison d'imaginer qu'il va réellement y avoir une bulle. Il y a toujours une indécision forte. Quand la réponse vient et que la bulle se déclare, c'est une récompense, mais c'est la récompense d'un très long travail, et il y a énormément d'erreurs psychologiques qui peuvent être commises entre-temps. Ok ? Donc si vous voulez un jour pouvoir profiter d'une bulle, déjà d'une, il faut avoir la chance d'être sur un actif qui aura la capacité de le faire. Comme on l'a dit, c'est très rare, c'est 5% des actifs, donc il ne faut surtout pas formaliser vos stratégies de trading dans la recherche des bulles. C'est effectivement les coups de trading, comme on dit, mais des coups, on n'en fait souvent qu'un seul dans sa carrière. Qu'on soit bien d'accord. Donc, en réalité, c'est un peu comme miser au tiercé et se dire je vais le faire. Voilà. Donc, les bulles, ça attire beaucoup d'énergie parce que beaucoup de gains à la clé, et psychologiquement parlant, ça peut faire jaser beaucoup de monde. Essayez de garder les idées claires là-dedans, c'est vraiment important. Des coups,
de trading dans sa vie de trader, on en fait généralement 1, 2, pas plus. Voilà. Donc, ne vous formalisez pas trop là-dessus. Ce n'est pas l'information qui vous manquait pour devenir profitable en trading. Par contre, ça peut vous aider à naviguer de façon un petit peu plus intelligente dans ces structures-là et surtout éviter de vous mettre en face de ces dernières. D'accord ? C'est vraiment important que vous compreniez ça. Quand on a raté une bulle ou qu'on voit une bulle, c'est souvent trop tard. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? La seule méthodologie qu'on peut appliquer, c'est d'aller à court terme, jouer la méthode des breakouts et des trendlines dont je vous ai parlé. C'est la seule chose, sauf que vous ne pouvez le faire qu'avec des petits leviers, donc ce n'est pas là que vous allez devenir millionnaire. Et si vous avez la chance d'être dans une bulle parce que vous avez joué l'accumulation et que la bulle s'est formée, et j'insiste bien, il s'agit d'une chance plus qu'autre chose. Certains vont se gargariser et dire effectivement c'est mon travail, j'ai bien fait, tout ça, tout ça. Oui, certes, mais il y a aussi une énorme part de chance dans le simple fait que ces structures sont rares et que si vous avez réussi à tomber sur l'une d'elles, bravo, vous avez bien travaillé si vous avez réussi à survivre jusqu'au bout, c'est vrai, et il faudra vous féliciter, mais il faudra aussi vous dire que vous avez surtout eu un bon paquet de chance et que cette chance a peu de chance de vous retaper dessus 2 jours après. Donc si vous avez la chance dans votre vie de trader de vivre une bulle, bravo, si vous pouvez la tenir jusqu'au bout, vraiment félicitations, psychologiquement ça ne va pas être facile. Par contre, ne misez pas votre réussite en trading sur les bulles. C'est vraiment le message que j'espère vous faire comprendre aujourd'hui. Et malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est comme ça, le trading, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est ce qui marquera probablement votre avenir de trader, c'est-à-dire c'est la chose dont vous vous souviendrez, parce qu'émotionnellement, ça aura été à la fois la plus pénible et la plus intense. Voilà. Donc c'est souvent là aussi où on fait son plus gros gain de sa carrière en trading, dans une bulle, dans un machin qui aura bien fonctionné, et voilà, et on applique un effet multiplicateur relativement important à son capital. Ce qui est important si vous avez déjà vécu une bulle, c'est d'être rationnel derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, le gain en capital risque de vous faire tourner un peu les neurones et de vous détourner de votre gestion du risque. Donc ce qui est important après une bulle, quand on a réussi à la trader, c'est de ne pas se laisser emporter dans l'envie de s'imaginer que ça va revenir demain. D'un point de vue rationnel, vous savez que ce n'est pas le cas, que ces structures sont rares et que vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur autre chose que sur ça la prochaine fois. Donc, attention, et c'est vraiment en guise de conclusion, il n'y a qu'une des personnes expérimentées qui peuvent vous parler de ça. Quand vous avez vécu un bon trade, c'est naturel d'avoir envie de se dire « allez, on recommence ». Et soyez conscient de vous dire que les probabilités que ça vous retombe dessus sont relativement faibles. Donc ne cherchez pas immédiatement à reproduire une expérience qui s'est bien passée. Au contraire, dites-vous bien une chose rationnelle. Après une bulle, ce qui est important, c'est de effectivement en profiter. C'est quand même cool. Mais surtout derrière de se dire que le trading, c'est pas ça. La plupart du trading, c'est chiant, c'est de trader des ranges, c'est de trader des tendances, et évidemment, oui, de temps en temps, une tendance va former un excès, de temps en temps, un excès va se transformer en bulle, mais la probabilité que vous arriviez à choper l'intégralité de ces mouvements est considérablement faible. Voilà. Sur ces mots, peu enjovants, je suis bien d'accord, mais en tout cas c'est la réalité. La réalité elle est souvent moins joviale que les projections mentales qu'on peut se faire des choses. Donc voilà, mieux vaut coller à la réalité, avoir conscience de ce qui se passe réellement dans ces structures-là, pour essayer d'en tirer tout le bénéfice. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un agréable mercredi. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de tout ça donc d'un point de vue philo. Donc on va se détendre un peu, hein. On va sortir un petit peu de ces notions un peu barbares dont on a parlé pendant 1 heure. Bye bye.